Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ce débat, bienvenue sur les pages Facebook, un débat live en direct de la Bourse du Commerce à Namur, un débat organisé par le Salon Evolutique vers un numérique vert, VERT, avec un point d'interrogation. Un numérique plus écologique, c'est ce dont nous allons parler ce soir avec des experts dans le cadre du Salon Evolutique. Et je vous le dis tout de suite, si vous regardez ce Facebook Live de chez vous, ou où que vous soyez d'ailleurs, vous pouvez poser des questions en commentaire ou laisser des opinions et on va en parler ici avec les experts. Saviez-vous que vous polluez la planète lorsque vous visionnez un film sur Netflix, lorsque vous achetez un smartphone neuf plutôt qu'un smartphone de seconde main, lorsque vous stockez vos photos de vacances sur le cloud? Eh bien oui, on pollue, vous et moi, nous polluons et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est de cela dont on va parler ce soir. On pollue même, paraît-il, avec le numérique, autant que le secteur de l'aviation civile dans le monde entier. Ça, on va confronter ces données-là avec des scientifiques ce soir. Pour en parler, j'accueille ce soir Thibaut Pirson de l'UC Louvain. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à vous. J'accueille Geoffroy Van Humbeek de la Fondation pour l'inclusion digitale. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. J'accueille, on en a déjà parlé il y a quelques instants sur les réseaux sociaux, Olivier Vergens de la du tout nouveau Institut belge du numérique responsable. Bonsoir. Bonsoir. Et puis le plateau sera rehaussé d'ici quelques instants d'une présence féminine de Bella Lotto de greenIT.fr qui est, si j'ai bien compris, qui n'est plus très loin du lieu de la bourse à Namur et qui va nous rejoindre dans un instant. Première question pour Olivier Vergens, puisque Olivier, vous avez déjà un petit peu fait les frais du live, donc vous êtes déjà un petit peu plus à l'aise. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui pollue finalement quand on utilise du numérique, quand on utilise son smartphone, quand on allume un ordinateur? Qu'est-ce qui pollue en réalité ? La plus grande pollution vient des équipements. En fait, avant l'utilisation, c'est vraiment les équipements. Et donc, la première chose à faire, c'est d'étendre la durée de vie des équipements. Du point de vue utilisation, la plus grande pollution probablement vient des vidéos. Alors, en effet, j'ai même lu quelque part que c'était sur l'ensemble de la bande passante mondiale, 80% de la bande passante. C'est une donnée que vous validez, que vous approuvez entre experts ? Alors, c'est des données basées sur, si je me souviens bien, sur une étude de Cisco, et c'était en particulier sur les données mobiles à l'époque, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est occupé à arriver à la même chose sur les réseaux généraux, réseaux filaires, etc. Alors, bonsoir, si vous nous rejoignez, je sais que lors d'un live, parfois on loupe les premières secondes. Si vous voyez passer cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sachez que nous sommes ici dans le cadre du salon Evolutique à Namur. On va parler d'un numérique plus vert, c'est la thématique de la journée, un numérique plus écologique. Et oui, nous polluons avec nos emails, nous polluons avec les vidéos. Je me tourne tout de suite vers vous, Thibaut Pirson de l'UC Louvain. Thibaut, j'entends la vidéo consomme de plus en plus, aussi bien en mobile qu'en filaire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est consommateur? Est-ce qu'on doit s'abstenir de regarder de la vidéo en ligne, par exemple? Alors, bon, évidemment, la première solution, c'est de consommer moins. Je pense que ça c'est sûr. Maintenant, je pense que dans l'absolu, la réponse n'est pas non plus de ne plus consommer du tout. Parce qu'il y a aussi des très bonnes choses qui sont permises grâce à la consommation de vidéos. Je pense que la question est vraiment d'essayer de faire le tri au maximum dans ce qu'on juge important ou utile et ce qui n'est pas directement utile. Parce que dans ces 80% de vidéos, il y a différents splits dedans. Donc il y a évidemment, vous l'avez cité, Netflix. Il y a aussi la pornographie qui est une partie importante et puis beaucoup d'autres streams. Donc voilà, il y a, je pense, vraiment aussi un split à faire et un choix, je pense, dans ces différents contenus. Et j'ai lu d'ailleurs une carte blanche parue il y a quelques jours de la presse française où c'était pas spécialement des amateurs de porno, mais ils citaient justement la pornographie en disant mais il faut quand même une neutralité du web. Qui peut dire qu'il vaut mieux regarder une conférence sur la sobriété numérique, par exemple, dans le cadre du salon Evolutique, plutôt qu'un porno? Tout le cas de la neutralité du web se retrouve là. Alors ici, je vais peut-être, parce que c'est sûr que la question, je pense, n'est pas autour de la pornographie, mais ce qu'on peut voir, par exemple, tout à fait sur beaucoup de sites web ou beaucoup de médias qu'il y a pour le moment, c'est qu'en fait on se tourne de plus en plus vers la vidéo
vidéo. Et sur n'importe quel site web sur lequel on se tourne maintenant, pour faire passer un contenu, ça va souvent vers de la vidéo. Et donc il y a aussi évidemment un alourdissement de tout ce qui est page internet et aussi évidemment du contenu. C'est vrai que ça attire plus les gens, mais ça a des conséquences évidemment sur le numérique. Et il y a le problème de l'autoplay. Vous qui nous regardez, vous êtes sur Facebook, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous avez déjà probablement eu la surprise, ou parfois mauvaise surprise, en allant sur un site d'information ou autre, de voir une petite fenêtre de vidéo qui s'ouvrait sans que vous l'ayez demandé. Peut-être même que ce live, vous ne l'avez pas spécialement demandé. Vous êtes sur Facebook, vous voyez la petite fenêtre qui s'ouvre. On vous rassure, on stream là en 720, qui est une qualité assez basse, parce qu'on n'allait pas justement dans le cadre de cette conférence, vers un numérique plus vert, streamer à fond volume. Est-ce que c'est une piste, ça je me tourne vers vous, Olivier Vergenst, notamment pour les vidéoconférences, pour le télétravail et aussi pour le streaming, simplement streamer ou consommer avec un standard de visionnage plus bas que la haute définition ou la Full HD? Tout à fait. Je pense que le mot à retenir en fait pour le thème de la soirée, c'est la sobriété numérique dans ce cas-ci, c'est-à-dire gérer ces usages d'une meilleure façon, en particulier par exemple pour la vidéo, et ça va être la question de diminuer la définition comme vous le disiez, ça va être la question d'essayer de la regarder plutôt en étant connecté en Wi-Fi ou en filaire plutôt qu'en 4G, et puis aussi si vous faites une vidéoconférence, eh bien, de ne pas laisser allumer la caméra tout le temps, peut-être avoir au début de la vidéoconférence toutes les caméras allumées pour dire bonjour, et puis simplement les intervenants principaux qui gardent leur caméra allumée et les autres pas, voire tout le monde coupe un certain temps et puis par moment on remet la caméra. C'est différentes façons d'arriver à diminuer la quantité de données transférées. Le problème est simplement la quantité de données transférées. Ce n'est pas l'image en tant que telle, c'est le fait qu'une image de très haute qualité, et en particulier la 4K par exemple, consomme énormément de bande passante. Et on n'a pas besoin de 4K quand on visionne une vidéo sur son smartphone, évidemment. Exactement. Et alors, vous allez encore avoir ce soir plein d'éco-gestes responsables. Si vous nous regardez, bienvenue sur ce Facebook Live. N'hésitez pas, vous aussi, si vous vous posez des questions ou si vous-même, vous avez déjà des bonnes idées de petits gestes du quotidien pour diminuer son empreinte environnementale quand on surfe, n'hésitez pas à les partager. Mes amis de Technobel et d'Interface 3 Namur qui organisent le salon Evolutique partageront ces commentaires et on en parlera en direct. Moi, il y a quelque chose que j'ai retenu dans les premiers propos d'Olivier, et ça s'adresse à vous, Geoffroy, c'est que la première source de pollution du numérique, le poids le plus lourd, ce sont les appareils. Et vous, je sais que vous êtes spécialisé justement dans cette question-là. Vous avez d'ailleurs une société, Smart World, qui recycle des GSM, des smartphones, et qui les recycle, et donc qui les collecte, qui les reconditionne, et puis qui les revend en seconde main. Ça, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que j'ai lu 75% de l'empreinte environnementale d'un smartphone est réalisée avant même d'être vendu. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. C'est même un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Oui, tout à fait. Donc les émissions en fait de CO2 des smartphones sont principalement émises en fait pendant le cycle de production des smartphones. Donc l'impact le plus positif qu'on peut avoir sur l'environnement avec les smartphones, c'est vraiment de prolonger la durée de vie des appareils. Et c'est ça qu'on s'efforce vraiment de faire en collectant, en reconditionnant et en remettant sur le marché afin de prolonger le plus possible la durée de vie des appareils en fait. Alors Geoffroy, on a déjà eu l'occasion de discuter dans le cadre de la semaine numérique d'ailleurs, et vous me citiez des chiffres tout à fait étonnants du nombre de smartphones qui dorment dans des tiroirs en Belgique ou en Europe. Vous pouviez me redire ce chiffre étonnant? Bon, en Belgique, on parle d'environ 3 millions. En Europe, on parle de 700 millions de smartphones qui dorment dans les tiroirs. Donc il y a énormément de travail à faire. Il faut savoir que seulement 15%, dans les chiffres les plus optimistes, des appareils sont collectés. Les autres dorment quelque part, c'est assez obscur. Et malheureusement... vous savez, quand vous m'en aviez parlé, la première fois qu'on en avait parlé ensemble, là-dessus, je me pose la question, comme peut-être vous, chez vous, vous dites, mais combien de smartphones ai-je dans mon tiroir? Moi, j'en avais 2. Ils sont plus utiles aujourd'hui, ils sont vraiment dépassés, mais à l'époque, j'aurais pu peut-être passer par un système de collecte. Comment ça fonctionne, la collecte de smartphones usagés? Expliquez un petit peu. Bon, déjà, on arrive en fait à une accumulation dans les tiroirs parce que les gens pensent qu'ils vont généralement
utiliser encore cet appareil au cas où. Alors dans 99% des cas, le au cas où C'est n'arrive vrai, oui. jamais. C'est vrai. Ça c'est bien une chose, il faut finalement se débarrasser de ça, de cette idée-là, et remettre en fait le plus rapidement possible l'appareil en circulation. Typiquement, nous on fonctionne d'une manière assez simple pour l'instant. On nous contacte sur un formulaire, ensuite on évalue la valeur de l'appareil et on prend en charge le transport pour le récupérer chez nous. Mais on travaille sur une solution qui sera beaucoup plus intéressante pour l'utilisateur et beaucoup plus simple, afin justement de simplifier le process au maximum. Et l'intérêt pour vous, et on va parler entre nous de nos propres consommations, parce que quand on s'interroge sur une consommation plus responsable, une sobriété numérique, comme on l'appelle aussi, il faut s'interroger avec ses propres exemples. Moi, j'achète depuis quelques années mes smartphones en seconde main parce qu'ils coûtent moins cher. On sait les acheter aussi chez vous, et ils sont reconditionnés, ils sont garantis, je pense. Oui, tout à fait. Il y a une garantie d'1 an. Ils sont reconditionnés, totalement fonctionnels. Et pour l'utilisation que la plupart des gens font d'un smartphone, ça remplit amplement la tâche. Si vous regardez par exemple la publicité de lancement d'un smartphone d'il y a 3-4 ans et que vous ne savez pas de quel modèle on parle, je suis sûr que vous vous diriez « Waouh, ça fait tout ça, c'est incroyable ». Oui. Et pourtant, c'est un smartphone d'il y a 3-4 ans. C'est vrai. J'ai interrogé il y a quelques jours dans le cadre d'un autre débat qui aura lieu vendredi aussi pour Evolutique. J'ai interrogé plutôt quelqu'un qui est relativement favorable au développement du numérique. Et lui, il disait justement, songez à tout ce qu'un smartphone peut faire, il remplace au moins 10 autres appareils. C'est vrai que c'est un argument qui se tient, ça, Geoffroy. Oui, mais en même temps, les appareils d'il y a 3-4 ans font vraiment les mêmes tâches. Le plus récent va faire des plus belles photos, c'est vrai. Mais est-ce que moi j'ai besoin de faire des photos avec mon téléphone que je vais afficher en poster dans ma chambre? Peut-être pas. Donc mon ancien smartphone remplit toutes les tâches que j'ai besoin qu'il fasse. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur les diverses pages Facebook, selon que vous suivez celle de Technobel, de Matélé, de Canal C ou encore d'autres où ce live est streamé. Nous sommes dans le cadre du salon Evolutique. Nous sommes à la Bourse du Commerce à Namur avec des experts pour parler de sobriété numérique. Je me tourne vers vous. La sobriété numérique, c'est quoi exactement, Thibaut ? Alors je pense que c'est assez vaste dans le sens où c'est vrai qu'on entend et on voit passer beaucoup de définitions et je ne me lancerai pas dans une définition unique. Je pense en tout cas que la question de la sobriété numérique, elle pose en même temps la question du besoin. Donc c'est réellement de se dire ok, c'est vrai, il y a un monde numérique qui se développe. L'intérêt c'est d'essayer de répondre à des besoins réels et de poser la question est-ce qu'on a besoin de numérique pour répondre à cette question? Est-ce que réellement ça apporte quelque chose ou est-ce qu'on pourrait le faire autrement? À partir du moment où je pense qu'on peut répondre à cette question en disant il y a d'autres manières de répondre à cette problématique, je pense qu'on touche vraiment à ces questions de sobriété, numériques. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de besoin derrière la sobriété numérique. Par exemple, moi je me mets à la place des personnes qui nous regardent, qui soient consommateurs, simples consommateurs de numérique. Comment à un moment dans leur quotidien doivent-ils se poser la question ai-je besoin de ça pour remplir telle tâche? Je pense aux objets connectés, parce qu'on dit que c'est l'Internet des objets, the next big thing. De plus en plus d'objets sont connectés dans les maisons, des haut-parleurs, bientôt des frigos, enfin déjà des frigos intelligents. Alors, parmi les personnes qui critiquent cette évolution, souvent il y a l'exemple du frigo. A-t-on besoin d'un frigo qui commande automatiquement des yaourts? Mais vous avez peut-être d'autres exemples. Alors c'est vrai qu'on entend souvent ce genre de questions et là c'est vrai qu'on peut aussi débattre sur cette question du besoin. Après je pense que il y a aussi vraiment la question de contexte qui est le contexte d'aujourd'hui, de se dire est-ce que on veut investir l'énergie donc à la production de tous ces objets et aussi de l'utilisation, est-ce qu'on veut utiliser et mettre en place toute cette technologie pour répondre à des besoins qui semblent relativement superficiels, alors qu'en face de ça, il y a des besoins beaucoup plus essentiels, par exemple, qui pourraient être la connexion de personnes très isolées. Voilà, c'est une question tout à fait différente, mais je pense que là, il y a vraiment cette question de dire où sont les priorités et où est-ce qu'on veut investir cette énergie et cette technologie pour des questions de besoins
essentiel. Et c'est vrai que parmi les personnes qui nous regardent, comme ce débat est diffusé sur les pages de Canal C et de Ma Télé, qui couvrent quelques zones très rurales mal desservies, des zones blanches, comme on dit, il y a de quoi se poser des questions sur des priorités, parfois en termes d'infrastructures. Un petit mot pour expliquer quand on dit on pollue, concrètement on pollue comment? Parce que quand moi j'allume le moteur de ma voiture, je vois les gaz d'échappement qui sortent, je sais que ce sont des gaz à effet de serre. Mon GSM, comme me le disait un interlocuteur, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas le carbone, ils sont pas le dioxyde de carbone. On pollue comment en fait? Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, il ne sent pas le carbone, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est tout le problème, et on en parle souvent du mot dématérialisation, on entend très souvent, et on a l'impression que, pour revenir à ce que disait Geoffroy tout à l'heure, on reçoit ce téléphone, et en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien derrière, quoi, parce que c'est complètement dématérialisé. Or, c'est totalement faux, parce qu'on entend donc, c'est vrai, souvent les problèmes de terres rares et vraiment de matériaux, donc par exemple, qui vont intervenir dans l'écran, dans certains aimants du téléphone, ou ce genre de choses pour les micros, ou ce genre de questions. Mais après, il y a aussi toute une autre question qui est vraiment sur la production de l'électronique à l'intérieur. Et pour produire cette électronique, en fait, une grande partie se fait dans les pays asiatiques, et cette production d'électronique va utiliser énormément de ressources, encore une fois, mais aussi d'énergie, avec des mix énergétiques qui sont très différents de ceux qu'on a chez nous. Et cet ensemble, pour pouvoir créer des composants très petits et qui ne sentent pas le carbone, sont en fait très impactants. C'est la miniaturisation qui consomme le plus d'énergie à la fabrication, j'ai lu quelque part. Donc ces composants miniatures, qui semblent en fait très petits, et on peut dire qu'ils sont en fait tout à fait insignifiants, nécessitent en fait d'énormes quantités d'énergie pour être fabriqués. En fait, c'est là que va venir se marquer cet impact à la production dont Geoffroy faisait allusion tout à l'heure, avec les 75-80% environ. Donc déjà quelques éco-gestes très pratiques, très concrets pour vous qui nous regardez. Un, retardez l'achat de votre prochain smartphone, tout simplement en allongeant la durée de vie du vôtre, en ne sautant pas directement sur le nouveau smartphone à la mode, parce que finalement, comme le disait Geoffroy, par rapport à celui d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, il prend de meilleures photos, mais à part ça, éteindre, c'est un geste peut-être qui est moins important, mais éteindre sa caméra quand on est en téléconférence au bout de quelques instants, ou bien diminuer la qualité du signal de streaming. Et puis il y a des tas d'autres gestes, et là je me tourne vers vous parce que vous venez de lancer l'Institut du numérique responsable. Vous allez donc travailler à évangéliser la population qui est peu au courant. Quelles autres sortes d'éco-gestes vous préconisez faciles comme ça, des quick wins comme on dit? Alors, un des premiers grands gestes pour la maison, en fait, on a tendance à s'équiper avec d'assez grands écrans, et dans certains cas même à en changer régulièrement à chaque Coupe du Monde, des choses comme ça. Donc ça, c'est un des équipements qui a le plus d'impact à la fabrication de nouveau en particulier. Les écrans télé. Les écrans de télé. Donc, et essayer d'acheter des écrans moins grands, globalement, si possible, pas des très hautes définitions, pas de la 4K, etc. Mais on va pas du tout vers ça. Et puis les garder le plus longtemps possible. Mais je pense qu'on en revient à la sobriété numérique. La question, de nouveau, c'est d'essayer de juger des besoins. En fait, comme dans toute discussion de sobriété de nos usages généraux, c'est une question d'évolution de cheminement. Personnellement, par exemple, je roulais énormément en voiture, avec une voiture relativement grosse. J'essaye de rouler beaucoup moins. On a eu pendant tout un temps une seule voiture. On est passé maintenant à une hybride, etc. Donc, c'est la même chose dans ce qu'on mange, etc. On essaye de réfléchir, et le numérique fait partie de ce cheminement. Le problème, c'est qu'on n'a pas les informations concernant le numérique. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de caméras de sécurité, d'objets connectés, etc. Il est tout à fait justifié pour moi d'acheter une caméra de sécurité pour protéger sa maison. C'est quelque chose qui, personnellement, m'a l'air tout à fait normal. Maintenant, dans la façon dont on achète, on peut avoir un impact direct. Une caméra qui est correctement construite, qui va durer longtemps, qui est solide, qui est de bonne qualité, etc., va lui permettre d'avoir une durée de vie longue. 2, dans la façon dont elle fonctionne, si vous avez une caméra, par exemple, qui détecte lorsque quelqu'un passe devant et qui envoie les images uniquement à ce moment-là, et puis qui arrête d'envoyer ces images lorsqu'il n'y a plus de mouvement détecté, vous allez réduire l'impact de l'utilisation. Et donc,
pour tous les gestes, tout ce qu'on fait avec le numérique, il y a à chaque fois des choses à savoir, de façon à pouvoir prendre des choix conscients. Et dans certains cas, on va prendre des choix conscients qui ne sont peut-être pas les bons, mais on se dit, tant pis, je vais me faire plaisir pour une fois. Mais au moins, il y a tous les autres cas où on va réduire ces impacts. Aujourd'hui, les gens ne sont simplement pas au courant et donc prennent des mauvaises décisions parce qu'ils ne le savent pas. Ça n'est pas volontairement qu'ils sont occupés à polluer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai lu une étude qui date, mais qui continue d'être sans cesse recitée encore régulièrement, je la voyais. 72-73% des Français ignorent même que le concept même de se restreindre sur le numérique, le concept même de sobriété numérique, c'est une proportion, vous êtes en contact avec plein de gens, vous essayez de les convaincre, c'est une proportion 3 personnes sur 4 qui vous semble tenir la route, ou c'est plus optimiste ou plus pessimiste? Alors c'est assez difficile à dire parce que comme dans tous ces types de discussions, en fait, les gens qui viennent écouter sont des gens qui sont déjà intéressés, vrai. qui sont conscients et qui ont envie d'en savoir plus. Absolument. Donc j'ai tendance à rencontrer des gens qui au moins ont déjà entendu parler du problème et qui veulent en savoir plus. C'est très très rare que je me retrouve face à des gens qui ne sont pas du tout au courant. Maintenant ça arrive puisque par exemple dans certaines entreprises, il y a des conférences que je donne et qui sont ouvertes à tout le monde et donc parfois c'est la première fois qu'ils en entendent parler et ça accroche réellement, c'est quelque chose qui les intéresse très vite. Mais de nouveau, ceux qui vont venir aux conférences, ils ont lu le descriptif et ça les intéresse. Ceux qui ne sont pas intéressés ne viennent pas. Donc je suis mauvais juge par rapport à ça. Je pense qu'une enquête vraiment publique donne un chiffre plus précis. Mais c'est intéressant parce que vous citez effectivement le cas des entreprises. Est-ce que les entreprises commencent à être un petit peu conscientes de leurs responsabilités à ce niveau-là? Oui, de façon encore limitée pour ce qui concerne le numérique. Je pense que la responsabilité sociétale des entreprises est quelque chose qui a vraiment très fortement évolué ces dernières années, mais où l'informatique reste encore une boîte noire globalement. Maintenant, je pense que les entreprises vont pas avoir le choix dans les années qui viennent parce que avec ce que la Commission européenne fait à travers le Green Deal, il y a 750 milliards d'euros qui sont mis sur la table par la Commission pour relancer l'économie et il y a 57% de ces 750 milliards qui sont prévus pour la digitalisation et la réduction d'impact grâce à la digitalisation. Donc si les entreprises veulent profiter de cette manne, la seule option pour elles va être d'investir dans le Green IT, dans le numérique responsable, dans l'IT for Green, etc. Intéressant. Vous êtes ici en live, en Facebook Live, avec des experts pour le salon Evolutique vers un numérique, vers VERT, vers un numérique moins polluant, tout simplement. On a déjà ici, depuis une vingtaine de minutes, une série de pistes, une série de chiffres qui montrent que notre activité sur le numérique, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit consultation, visionnage de vidéos, que ce soit l'achat de grands écrans ou de petits écrans, on pollue la planète. Il paraît même que c'est autant que l'aviation civile. Et là, je me tourne vers la caution scientifique, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est vrai, Thibaut Pierson, UC Louvain, est-ce que c'est vrai qu'on pollue autant que l'aviation civile avec le numérique? Alors, je commence tout simplement par dire que je ne représente en rien le garant de la parole scientifique, mais pour répondre à cette question souvent du chiffre qui est annoncé de 4% en augmentation. Voilà. Alors, bon, comme pour toutes les études, et particulièrement les études systémiques, c'est très difficile de fixer un chiffre précis et c'est certainement pas les chiffres après la virgule qui nous intéressent, c'est plutôt l'ordre de grandeur. Donc c'est vrai que dans les différentes études qui ont été faites, c'est un ordre de grandeur qui revient souvent. La seconde chose qui est assez importante à souligner aussi, c'est le taux de croissance, donc l'évolution de ça, parce que c'est pas juste, je vais dire l'état actuel, c'est aussi la vision dynamique dans le temps. Et là, en tout cas, encore une fois, la tendance qui s'annonce, c'est quand même vers une augmentation de cet impact. Et je pense que là, il y a vraiment une question très importante qui arrive dans notre société et qui est, je pense aussi, très proche des questions du Green Deal, etc. C'est de savoir dans quelle mesure l'utilisation de cette digitalisation et de cette numérisation va être prise comme point pour amener des solutions et pas
arriver avec tout son sac à dos d'impact négatif. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une question, et cette augmentation de l'impact vient vraiment souligner cette attention, et je pense tout l'intérêt de ce genre de réflexion et de ce genre d'instituts qui viennent se placer dans l'écosystème vraiment belge ou européen, en tout cas. Je discutais avec un de vos collègues de l'UC Louvain, M. Raskin, que vous connaissez mieux que moi évidemment, et qui me disait que dans les documents officiels qui parlaient de numérique, il y avait souvent la réduction de la fracture numérique qui revenait comme vœu ou comme intention, mais que même par exemple dans le Green Deal européen, il avait vu peu de choses sur vraiment la sobriété numérique et l'impact polluant du numérique. C'est vrai ça? Alors c'est vrai que en tout cas, dans le Green Deal, je suis aussi assez interrogé sur tout ce qui est justement, on va dire, impact de production, on va dire, je dirais impact indirect, si on veut. Là aussi, je pense qu'il y a vraiment une grosse question et un gros défi qui, à mon sens, doit vraiment être pris et ouais, vraiment les questions sont très importantes sur ce sujet-là parce qu'on ne peut pas tendre vers un numérique moins polluant si on ne considère pas l'ensemble des phases du cycle de vie de ce numérique. Et donc oui, je pense que dans ce Green Deal, il manque en effet des points importants sur cette considération. Alors je rebondis. Je me permets juste de oui, rajouter Olivier, bien là-dessus. sûr. Donc plaisir. Dans toutes les discussions justement que je commence à avoir avec la DG Connect, on voit que heureusement c'est un des points auxquels ils font très attention. C'est pas tellement écrit à travers le problème de la pollution liée à l'extraction des ressources naturelles, mais eux le voient en fait comme étant le problème déjà simplement d'avoir suffisamment de ressources naturelles pour le futur, et donc de vouloir vraiment aider à la mise en place d'une circularité, d'une économie circulaire de l'IT, de façon à ce qu'on ait besoin d'extraire beaucoup moins de ressources et qu'on soit capable de réutiliser, d'abord utiliser plus longtemps, mais aussi réutiliser. Je ne parle pas de recycler, c'est encore quelque chose de différent. Il faut, dans la mesure du possible, il faut pousser le recyclage comme dernière mesure, mais vraiment, il y a la question de garder les matières premières à l'intérieur du système. Aujourd'hui, la plupart de ces matières premières disparaissent et ils veulent vraiment encourager économiquement ça. Donc en fait, donner des avantages aux entreprises qui vont faciliter la réutilisation de ces différents matériaux. Alors, si vous nous regardez, vous dites mais, matières premières, matériaux, extraction de terres rares, mais il n'y a pas de terre dans mes appareils électroniques, il n'y a pas de terre dans mon smartphone. J'ai là un expert justement du smartphone, Geoffroy Van den Beek. Il y a des terres, hein, comme on dit, des matières premières. Il y en a combien dans un smartphone? A priori, plus d'une soixantaine. Plus d'une soixantaine. Combien sont recyclables? C'est très compliqué à recycler. Hein. C'est aussi ça le problème, c'est que le recyclage est extrêmement complexe. Donc finalement, c'est vraiment pas la première chose à viser, le recyclage de la matière, c'est vraiment le prolongement de la durée de vie, car le recyclage est vraiment très complexe et on en retire malheureusement pas autant que ce qu'on met dedans initialement. Il y a des experts de la fresque du numérique en France qui m'avaient dit, parce que je posais la question à Geoffroy, comment peut-on augmenter la durée de vie de son smartphone? Faut-il remplacer la batterie ou autre? Il y a un geste tout simple, c'est de mieux le protéger. Ah oui, tout à fait. On constate très simplement que la cause d'un arrêt de vie prématuré d'un smartphone, c'est le bris d'un écran, tout simplement, parce qu'il est tombé. Donc en le protégeant bien, ça évite déjà ce problème. Et puis aussi la batterie. Là, on peut effectivement éviter de mettre à charger son smartphone toute la nuit, etc., pour prolonger la durée de vie de la batterie. Et puis, si jamais, effectivement, elle devient moins performante ou qu'elle s'éteint, on peut toujours effectivement la faire réparer également. Alors moi, je vous vois en rue exhiber les smartphones dernier cri, et on n'a pas envie de mettre une LED coque dessus, on n'a pas envie de mettre un double vitrage dessus pour montrer le beau design, mais le fait est que ça protège. Moi-même, mon smartphone, il est tombé un nombre invraisemblable de fois. S'il n'y avait pas eu des coques, il serait déjà à la décharge, malheureusement. Alors, je vous voyais à un moment un petit peu trépigner d'impatience. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux terres rares, je pense. Je pense que la remarque de Geoffroy est vraiment
tout à fait exact. Je voulais juste ajouter un petit point sur ce qui était du recyclage. C'est vrai que ce qui est très compliqué aussi, c'est que c'est des quantités infimes dans les smartphones. Et donc, c'est pas financièrement rentable de les recycler. Donc, il y a aussi cette question-là. C'est vrai que, par exemple, vous ne payez pas, ou très peu en tout cas, de caution pour le recyclage, et donc c'est pas économiquement intéressant directement de le faire. C'est des quantités infimes, et il y a aussi un problème de sélectivité quand on va vouloir recycler, où on va devoir choisir certains matériaux qu'on va pouvoir récupérer, mais on va en perdre d'autres. Et donc en fait, il faut, et en tout cas une chose qui est très simple et qu'il faut bien garder en tête, c'est que 100% de recyclage, ça n'est pas possible. Donc voilà, il y a en tout cas une question de sélectivité, une question aussi de densité, et c'est vrai que c'est des processus très complexes et qu'il faut en tout cas privilégier plutôt la réutilisation avant le recyclage si c'est possible. Et c'était justement un des points de nouveau dans les discussions avec l'Europe, je me permets Oui, mais je vous en prie, Olivier. Un de leurs points est d'encourager fortement le changement de design de nos équipements. Parce qu'aujourd'hui, le design est tel que il est très difficile de remplacer quelque chose, de réparer quoi que ce soit. Il faut vraiment passer systématiquement par des entreprises spécialisées aujourd'hui, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais même là, ce qu'on récupère, on ne sait pas le recycler correctement. Et donc, c'est un des autres points sur lesquels la Commission européenne souhaite encourager financièrement, c'est de trouver des nouveaux designs qui permettent d'avoir une meilleure réutilisation des différents composants. Justement sur cette question ça fait pas uniquement référence à ça, mais la question de la modularité aussi, pour parler d'extension de la durée de vie, en disant si on casse une partie par exemple du téléphone, de remplacer dans le design, si on peut remplacer que cette partie, ça évite de jeter l'ensemble. Le problème, c'est que tout est soudé généralement, c'est ça que vous voulez dire. Alors, il y a ça en partie. Il faut aussi juste souligner que pour faire du design modulaire, alors j'en fais pas une généralité, mais on remarque que l'impact de design modulaire est parfois plus élevé qu'un design qui n'est pas modulaire. Et c'est vraiment sur l'augmentation effective de la durée de vie qu'on compte récupérer parce qu'on ne va pas acheter aussi souvent le terminal. Mais il faut bien se rendre compte que cette modularité a aussi quelque part un prix. Ce qui ne veut pas du tout dire, et je suis vraiment dans cette optique de dire que commencer à réfléchir au moment du design sur comment est-ce qu'on peut designer pour éviter de devoir jeter, c'est vraiment une question extrêmement importante. Parce que oui, si on veut intégrer des technologies aujourd'hui, ça peut être une décision de société, mais il faut aussi qu'elle s'accompagne de qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies quand elles arrivent en fin de vie. Alors, à propos de technologie, je fais une petite info-service, comme on dit. La mienne de technologie ne fonctionne pas. Il paraît qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, mais je ne parviens pas à y accéder avec ma tablette. Donc, je vais peut-être demander en coulisses si on veut bien m'amener le bon vieux papier, le bon vieux copion d'antan. Comme quoi, parfois, la technologie ne sauve pas tout. Dans l'oreillette. Oui, ou dans l'oreillette, mais je n'en ai pas malheureusement. Geoffroy, on parle de miniaturisation, on parle de smartphone, etc. Mais les grands appareils aussi consomment beaucoup d'énergie à la fabrication. Un ordinateur, par exemple, j'ai lu que ça consommait aussi une énergie incroyable et jusqu'à 1 tonne d'eau, me semble-t-il, par appareil pour refroidir des systèmes ou autre. C'est possible, ça? Alors pour le coup, là, je suis moins spécialiste en ordinateur. Ah oui, il est spécialisé dans les miniatures, dans les smartphones. Voilà, je pourrais l'expliquer pourquoi, effectivement, après. Mais bon, là, pour le coup, je suis moins spécialiste en ordinateur. Est-ce que l'un de vous a des informations sur les ordinateurs Alors, pour l'eau, même si c'est très important, et ça me permettra peut-être aussi de faire une autre mention, donc il y a des composants, les processus de fabrication pour les composants qui se retrouvent dans les ordinateurs, une bonne partie est issue, on va dire, du même système de fabrication que pour les téléphones. Donc des questions très similaires se posent. Et pour la question, par exemple, de l'eau, c'est aussi important de souligner qu'on parle souvent de gaz à effet de serre, mais il y a aussi énormément d'autres impacts, que ce soit sur la toxicité ou les produits chimiques qui sont utilisés justement pour épurer et permettre la fabrication de ces différents composants. Il y a aussi énormément d'autres impacts qui ne sont pas uniquement des impacts CO2 qui font aussi partie de ce cycle de vie. Et oui, un ordinateur impacte plus qu'un téléphone, simplement parce que les composants qui sont à l'intérieur sont plus spécialisés et aussi il y a plus de mémoire, il y a plus de capacité de calcul et donc ça va directement vers des impacts
plus élevés. Vous êtes au salon Evolutique, au salon virtuel Evolutique cette année pour cause de Covid. On parle la journée numéro 2. Aujourd'hui, on parle de numérique vert, de numérique écologique. Et oui, nous polluons lorsque nous consommons du numérique, lorsque nous téléchargeons des applications, lorsque nous faisons du streaming, que nous consommons des vidéos sur Netflix par exemple, que nous achetons le smartphone dernier cri, et on pollue même plutôt beaucoup. Et alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, parce que pour nous, consommateurs, pour vous qui nous regardez, c'est à nouveau assez lointain, dématérialisé, délocalisé. Ce sont les data centers. Et là, je vais jouer un petit peu l'avocat du diable, parce que dans les data centers, ils sont toujours de plus en plus performants, ils consomment de moins en moins. Expliquez un petit peu, si vous voulez bien, en 2 mots, Olivier Vergenst, un data center, ça sert à quoi et pourquoi est-ce que ça pollue ? Alors un data center, c'est un grand bâtiment, et de plus en plus grand d'ailleurs, ça devient d'énormes bâtiments d'ailleurs, ce qu'on appelle des hyperscale. C'est des grands bâtiments remplis de serveurs globalement, et de quelques autres matériels informatiques comme des routeurs, des switches, des choses comme ça, des équipements réseau. Et donc tous ces serveurs servent à recevoir donc, les données que nous envoyons, les photos, il faut bien les stocker quelque part, traiter toutes les vidéos, etc. Et puis vous les renvoyez lorsque vous en avez besoin, et tout ça va passer aussi à travers une quantité phénoménale de câbles, évidemment, ça c'est la partie réseau. D'un point de vue empreinte d'un data center, il y a d'abord le contenu, les machines, etc. Mais il y a surtout le fait qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Une machine, un ordinateur qui fonctionne 24 heures sur 24, tout comme n'importe quel ordinateur d'ailleurs, chauffe. L'essentiel de l'énergie en fait, de l'ordinateur va être transformé en chaleur. Et cette chaleur doit être renvoyée quelque part parce que les ordinateurs ne supportent pas des températures phénoménales. Donc on va devoir refroidir en fait le data center. Donc il y a l'électricité, d'un point de vue pollution, il y a le fait de devoir fabriquer ou produire l'électricité utilisée par les serveurs en eux-mêmes, et d'autre part le fait de devoir refroidir les data centers, refroidir les serveurs. Maintenant, effectivement, vous le disiez, on est de plus en plus efficace pour différentes raisons. D'une part parce que par exemple les serveurs peuvent fonctionner à des températures plus élevées qu'avant. Avant il fallait être à moins de 18 degrés, voire même moins. Maintenant on peut facilement tourner à plus de 27 degrés par exemple. On a une meilleure efficacité électrique aussi au niveau des serveurs. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle du free cooling, donc il y a toute une série, donc ça c'est l'utilisation de l'air extérieur pour refroidir les data centers, et ça ne veut pas dire qu'on doit aller s'installer au pôle Nord pour le faire. On peut tout à fait le faire dans nos régions maintenant grâce à l'évolution des technologies. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement cette efficacité a permis par exemple de n'avoir une augmentation que d'environ 6% de la consommation électrique des data centers pour un traitement de l'ordre de 10 fois, si je me souviens bien, 10 fois supérieur entre 2018 et maintenant, donc 6% d'augmentation de consommation électrique et 10 fois la capacité. Ça ne suit pas la même courbe. Pas du tout. C'est plutôt encourageant. Est-ce qu'il faut être optimiste quand on entend ce genre de choses? Et là, je me tourne vers vous, parce que les défenseurs d'un numérique comme remède à des tas de maux disent oui, mais c'est de plus en plus performant, donc ça sera de moins en moins polluant, même avec des gros volumes de données, même avec des gros... Est-ce que c'est vrai? Je me tourne vers vous. Là, on touche, je pense, à 2 grandes questions. Une question qui est le rôle, je vais dire, si on veut, de l'ingénieur au sens large dans l'optimisation des technologies. Et la deuxième question qui est la question de l'effet rebond. Donc la première question pour l'optimisation des technologies, je pense que c'est absolument essentiel et vraiment nécessaire que oui, les ingénieurs continuent à réfléchir à optimiser les systèmes et essayer d'améliorer ça. Je pense que c'est vraiment une partie du travail. Mais je pense qu'on ne peut plus faire uniquement ça. On ne peut plus se reposer uniquement en se disant « Ok, on améliore, donc ça devrait bien se passer demain ». Parce qu'on voit aujourd'hui dans l'utilisation, et justement avec cet effet rebond que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui est en fait un effet qui a été constaté pas directement dans les technologies digitales au départ, mais qui est en fait qu'une amélioration de l'efficience énergétique pour un procédé amène en fait au final à une utilisation en ressources primaires qui augmente quand même. Alors on peut se dire que c'est complètement contre-intuitif parce qu'on optimise un système et au final on utilise plus de ressources.
Et en fait, donc voilà, il y a plusieurs mécanismes de rebond direct ou indirect, mais la question vraiment là-dedans, c'est de dire, si on se dit, et c'est un exemple, je pense, qui nous touche tous, si il y a 10 ans, on se disait, ok, combien de photos vous envoyez avec vos téléphones? Certainement pas beaucoup, parce que ça coûtait très cher. Maintenant, si on regarde le nombre de photos qu'on envoie via WhatsApp ou d'autres réseaux, c'est complètement énorme. Donc on peut se dire, ok, on a peut-être amélioré d'un facteur, ça peut être hors de grandeur, l'efficacité, mais on en envoie beaucoup plus. Et du coup, là vient se poser la question, est-ce que cette augmentation de l'utilisation va compenser les gains qui ont été faits techniquement, aller au-dessus ou en dessous? Et là, c'est des questions qui ne sont plus uniquement reliées à l'optimisation technologique, mais qui sont vraiment des questions à intégrer, parce qu'au final, l'impact final résultant effectif, il dépend bien et de cette optimisation et de l'utilisation. Donc je pense que ça ne peut plus être laissé de côté. Alors, vous nous envoyez des commentaires et c'est tout à fait appréciable et on va y arriver très rapidement. Je veux saluer l'arrivée de Bella Lotto. Je vous avais annoncé son arrivée tout à l'heure. Elle a connu des déboires du système ferroviaire belge, je crois qu'on peut dire ça. Et je dis belge parce que Bella Lotto est française, greenit.fr. Bella Lotto, je me tourne vers vous justement dans la foulée de ce que Thibaut de l'UC Louvain nous dit, à savoir il y a ce problème qu'on utilise plus la bande passante, même si elle est de plus en plus optimisée. Il y a justement tout un débat en France, un débat politique sur faut-il légiférer, supprimer, interdire les forfaits illimités de données mobiles. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, bonsoir, je suis vraiment désolée de ne pas être ponctuelle, d'habitude c'est mon cas. Ne vous inquiétez pas. D'habitude c'est mon cas, mais voilà, ce soir, tant pis, 3 heures pour... Voilà. Mais ça n'a absolument aucune importance, c'est parce que vous avez eu le temps d'échanger beaucoup de choses intéressantes, donc tant mieux. Pour répondre à votre question, alors voilà, vous me prenez un petit peu sur... Ah oui, j'imagine, oui, elle a pas eu le temps de voilà. s'arrêter. Mais oui, effectivement, c'est un débat tout à fait intéressant de se dire... en tout cas les questions qui ont été soulevées pour voir à quel niveau et comment on pouvait légiférer sur ces questions-là. Alors reste à savoir... Est-ce que ça pourrait vraiment avoir un impact sur une diminution drastique de l'échange de données et donc quelque part de la pollution environnementale que ça génère? Je pense que vraisemblablement oui. Alors après c'est sous réserve de ce que ça pourrait faire en vrai, mais je pense que ça pourrait effectivement avoir un vrai effet. Reste à savoir comment ça serait reçu par l'usager, par la population qui a l'habitude de l'open bar, de l'illimité, etc. Et moi j'ai revu il y a quelques temps, juste dans le cadre d'une formation, j'ai revu des slogans publicitaires d'il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était assez passionnant parce que c'était des slogans de fournisseurs d'accès bien connus, que je ne vais pas citer ici évidemment, français notamment, mais enfin peu importe, et qui vraiment à chaque fois soulevaient la notion d'illimité, de où que je sois, je peux tout faire, l'espèce d'omniprésence, d'omnipuissance, de superwoman, superman. C'était absolument incroyable. Téléphoner avec les yeux, écouter avec l'image, enfin... Des trucs absolument incroyables. C'est trop tard pour faire marche arrière, vous croyez? Je crois que c'est un petit peu tard. Ouais, je crois que c'est un petit peu tard. C'est pas que je sois pessimiste, mais honnêtement, je pense que là, là, on est vraiment dans un espèce de paquebot un peu bizarre parce que je crois que, sauf à quelques, j'ai envie de dire, marginalités près, franchement, le mode de consommation est là. Et puis, moi, je trouve ça très intéressant que on ait envie de limiter ce type de consommation, donc les forfaits, etc., etc. Et en même temps, on a des injonctions contradictoires permanentes, économiques. Et là, a fortiori, post-crise, enfin pas post, puisqu'on est en plein dedans, mais enfin, on peut espérer post-crise, et c'est totalement contradictoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir... Moi, c'est mon grand sujet en ce moment de réflexion, c'est qu'on ne peut absolument décemment pas vouloir s'occuper d'écologie numérique et de vouloir ralentir tout ça, et parallèlement vouloir une croissance identique, voire supérieure. Enfin, ça n'a aucun sens. Là, il s'agit, je suis désolée, de ralentissement de la croissance, voire de décroissance nécessaire, honnêtement.
pour rebondir sur cette question de l'illimité, je pense qu'il y a vraiment c'est ça, une espèce d'intraveineuse à l'illimité, et qu'il y a une inertie dans le temps qui fait qu'il y a vraiment une éducation, je veux dire quasi à l'illimité. Et ça, c'est vraiment très difficile, je pense, c'est un facteur qui est très difficile à contrer à un moment, je vais dire donné, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas, je pense, le mentionner ou essayer de travailler dessus. Mais c'est vrai que je pense que cette inertie est vraiment. Vous êtes plus optimiste, on dit. Alors, je suis en fait tout à fait dans la même réflexion. Je dis juste qu'en tout cas, ça vaut la peine de le mentionner et d'essayer autant que possible de faire quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Mais c'est probablement une question de sensibilisation du grand public. S'ils ne sont pas au courant du problème créé, c'est très difficile de leur dire et maintenant on va vous taxer, on va bloquer, bien etc. Bien sûr. Si par contre on apprend aux gens simplement ce qui se passe, petit à petit ils diminuent leur utilisation. Même temps, quand on voit, parce que là on parle de pollution numérique, mais quand on parle de pollution générale et de réchauffement climatique, etc., on ne peut pas dire que depuis 20 ou 30 ans, les scientifiques et puis les médias n'avertissent pas la population sur ces méfaits. On ne peut pas dire que ça ait porté vraiment ses fruits jusqu'à présent. Et moi, je dirais même plus que moi, ce qui m'étonne beaucoup en ce moment, parce que je suppose qu'on réfléchit tous un peu sur les mêmes choses finalement, c'est quand on voit la contrainte qu'on a en ce moment, ce que l'on subit ou qu'on accepte. Le fait de porter un masque, pour revenir sur le sujet épidémiologique ou épidémique, c'est qu'en fait, les gens, finalement, le public, acceptent cette contrainte énorme, y compris, par exemple, couvre-feu à 21h à l'heure des poules, en France notamment, par exemple. Donc on accepte une contrainte absolument gigantesque sans même avoir compris pourquoi. Ce qui est totalement paradoxal, parce que si je vais dans le sens d'Olivier, et moi j'y crois, c'est pour ça aussi que moi je mène des actions vraiment de sensibilisation forte et tout. Bien sûr, je ne suis pas que pessimiste. Non, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est une question de survie de l'être optimiste, sinon on s'en sort pas. On est d'accord. J'aime beaucoup l'expression intraveineuse à l'illimité. Oui, j'adore, je garde. Ouais, je vais l'emprunter si vous voulez bien de temps en temps. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est très étonnant que le public accepte une contrainte absolument majeure. C'est la première fois que je pense qu'on est contraint à ce point. En tout cas, moi, de ma propre vie, c'est le cas. Et sans comprendre absolument les raisons, moi, je ne comprends rien, honnêtement. Il faudrait transposer ça à l'urgence climatique, quelque part. Voilà. Oui, parce que, par exemple, imaginons qu'on puisse dire aux gens, attendez, en fait, il y a X morts par jour. Si on fait par jour, de toute façon, on trouve des comptes beaucoup plus importants. On est bien d'accord. Si on leur disait, voilà, il y a tous les jours, tac, 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 etc., est-ce que vous voudriez donc porter un masque parce que ça va vous protéger ou je ne sais quoi? Sans doute que non. C'est ça qui est complètement incroyable. Moi, j'avoue que je ne comprends pas du tout. En revanche, ça n'empêche pas qu'il faut sensibiliser à mort, parce que de toute façon, c'est mieux que ne pas expliquer. C'est intéressant, c'est une énigme, en effet. Il y a des questions, et donc je vais y venir, et je vous remercie de votre patience, vous qui nous regardez, les internautes, n'hésitez pas à nous alimenter encore en commentaire, même s'il y a un petit moment de retard. Il y a des questions sur la 5G, donc on va y venir dans un instant. Évidemment, on n'y échappera pas à la 5G, au déluge d'attaques que cela peut potentiellement générer. Des questions pour Olivier. Quelles sont les 3 mesures les plus importantes à prendre en entreprise? Les plus importantes, je crois. Mais je vais laisser Bella, qui a eu moins l'opportunité que moi de répondre ce soir. Mais en entreprise, parce qu'on parlait ici surtout dans un cas de consommation privée, individuelle. En entreprise, il y a manifestement des internautes qui nous regardent et que cela intéresse. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure rapidement, des quick wins, comme on dit en laid français? Alors oui, en mauvais français, en effet, oui. En tout cas, une action qui est absolument majeure, c'est allonger la durée de vie du matériel. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec cette question. Vous l'avez évoqué, j'imagine, longuement. Alors, c'est loin d'être facile. C'est plus compliqué parce que autant moi je peux me réfréner en tant qu'usager d'acheter le dernier smartphone, autant justement par exemple pour faire ce petit studio avec des mobiles, autant nous sommes obligés d'acheter le dernier. Certes, mais on peut effectivement, alors déjà ça passe par former les acheteurs IT en entreprise, parce qu'on s'est aperçu, alors on a
des benchmarks et des baromètres qui indiquent bien que vraiment on est totalement à la traîne concernant la connaissance, par exemple des écolabels IT notamment, d'avoir vraiment une connaissance de cette affaire-là. Et puis là c'est vraiment si on achète du neuf, mais sans acheter du neuf, on peut aussi vraiment, et ça c'est vraiment je pense un des nerfs de la guerre, c'est vraiment de veiller à la deuxième vie et la troisième vie future du produit. Ça ne veut pas dire ne pas renouveler le matériel, mais ça veut dire le renouveler en bonne intelligence, avoir un partenariat avec une entreprise d'économie sociale et solidaire, idéalement c'est encore mieux, et puis de penser au réemploi de toute une flotte, par exemple, de manière, et puis réaffecter le matériel en interne, notamment. Enfin voilà, allonger la durée de vie du matériel, ça ne veut pas dire garder le même matériel pendant X années. Idéalement, c'est très bien, mais ça, c'est difficile parce qu'on va avoir des tensions à divers endroits. En revanche, on peut tout à fait imaginer, quand on va faire l'acquisition du premier matériel, on va penser à sa deuxième vie, voire sa troisième vie, parce que c'est absolument faisable. Et puis le hardware est très solide. C'est le software qui nous pose souvent des problèmes. Vous avez parlé de quelque chose d'intéressant. Mais là, dans un label, il y avait justement une question d'un internaute. Est-ce qu'il existe des labels IT éco-responsables pour les gros consommateurs, les entreprises par exemple, qui seraient effectivement éco-responsables et qui seraient une espèce je ne vais pas dire du greenwashing, parce qu'évidemment le greenwashing c'est plutôt péjoratif, mais qui permettrait à une entreprise de dire, regardez, nous faisons des investissements pour consommer, pour être plus sobre numériquement, et nous avons envie que cela se sache. Ça existe des labels comme ça ? Oui, alors il y en a, on peut les citer, on peut citer les principaux, parce qu'avec chance, on n'en a pas des tonnes, contrairement à l'alimentaire ou d'autres secteurs, donc ça c'est parfait. En dehors du fait qu'il ne vaut mieux pas acheter neuf. Voilà. Mais ça, je l'ai rajouté juste au passage. Mais si on veut absolument acheter neuf, voilà. Effectivement, on a des labels, notamment. Alors, je vais juste les citer, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. Mais on peut en prendre des notes au passage. C'est le label EPEAT, E-P-E-A-T, le label TCO, le label Blue Angel. Et puis voilà, principalement ces trois labels. Et puis après, il y a le label papier, FSC, Blue Angel aussi. Mais principalement pour le hardware, c'est TCO, EPEAT et Blue Angel. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. À votre question. Voilà, ça c'est des écolabels. Oui, et je vois Olivier qui veut ajouter quelque chose. Alors effectivement, au niveau écolabel pour les achats d'équipements, c'est exactement ça. Et j'en profite pour dire que TCO est un label européen par rapport à EPEAT qui est un label américain et où il y a de légères différences. Personnellement, j'ai l'impression que TCO est quand même plus avancé. À côté de ça, vous posez la question aussi des entreprises qui veulent mettre en avant leur stratégie type Green IT. Oui. Et donc ça n'est pas juste les achats, parce que ça, ils ne vont pas pouvoir dire grand-chose à ce sujet-là. S'ils font des efforts, qu'ils implémentent réellement une stratégie de numérique responsable ou de numérique plus responsable, comme Bella le dit d'habitude, il y a la possibilité maintenant d'avoir le label numérique responsable qui a été développé par l'Institut numérique responsable français et que nous sommes occupés à porter au niveau européen maintenant. Il y a des certifications pour des formations certifiantes pour les employés aussi potentiellement. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Il y a une charte numérique responsable. Donc il y a toute une échelle possible. On peut commencer par la formation avec les certifications pour les employés. Après, on peut signer la charte et s'engager à une démarche, en fait. Et puis après, si on le souhaite, on peut s'engager dans la démarche du label. Et là, on est dans une démarche proche des certifications ISO dans le principe. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, moi, je remplis une série de critères. Et puis, vous allez être audité par des auditeurs externes. Ce sont deux sociétés tout à fait indépendantes d'audit, des bureaux d'audit qui font ça, qui fournissent un rapport. Sur base de ce rapport, les instituts numériques responsables peuvent mettre le cachet, oui ou non, en fonction des résultats obtenus. Et donc ça permet à l'entreprise de publier justement la démarche qu'elle entretient. Et avec un renouvellement tous les 3 ans, et aussi avec plusieurs niveaux, bronze, silver, gold. Très intéressant, merci. Et là, je crois que vous avez une réponse très complète à la question que vous vous posiez. Il y a une réaction, ça c'est quelque chose de très concret. Je vais m'adresser à vous, Geoffroy, parce que j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à vous. Parfois, pour les smartphones, mais je suppose que c'est un petit peu aussi vrai pour les ordinateurs ou autres, ça coûte moins cher d'acheter que de faire réparer. On parle de manière très, très, très concrète. Là, on parlait de label. Là, on redescend vers vraiment du très concret. C'est vrai que ça coûte moins cher d'acheter du neuf parfois que de faire réparer un smartphone qu'on a cassé ou un ordinateur qui n'est plus en état de marche.
Bon, après, c'est vrai que la réparation est parfois onéreuse, de par le coût des pièces, mais aussi la main-d'œuvre, donc le temps qu'on y passe, puisque ce n'est pas simple de réparer certaines choses. Mais oui, dans la mesure où on trouve finalement des smartphones neufs à 100 €, effectivement, réparer peut coûter plus cher que acheter un nouveau smartphone. Mais c'est quand même pas vraiment la majorité des cas. Et c'est vrai que certaines marques, les pièces sont très onéreuses à l'achat. Et donc effectivement, réparer, ça coûte relativement cher. Mais maintenant aussi, pourquoi ça coûte cher ? Parce que on se retrouve dans un système où il y a plein de petits réparateurs qui sont tout seuls dans leur boutique et qui finalement doivent faire des marges très très élevées en fait sur chaque réparation pour simplement survivre. Parce qu'ils sont tout seuls, ils doivent traiter les réparations, puis ils doivent traiter les clients qui rentrent, monsieur ou madame qui veut transférer ses données, puis le soir, en tant que bon indépendant, il doit gérer ses factures et en fin de mois, il fait sa TVA, etc. Donc en étant seul, il doit effectivement faire des marges unitaires très élevées, ce qui rend le coût de la réparation très élevé. Merci Geoffroy. Vers un numérique plus vert, VERT, plus écologique, moins polluant, c'est ce dont nous parlons ce soir dans le cadre du salon Evolutique avec quelques experts ici à la Bourse du commerce de Namur que vous avez peut-être pu voir en plan large, un bel espace pour débattre de la chose. Je reste sur vous Geoffroy parce que tout à l'heure vous disiez 3 millions de smartphones dorment dans les tiroirs en Belgique, en tout cas c'est une évaluation. Ça risque de passer à beaucoup plus lorsque la 5G arrivera et que tout le monde aura besoin d'un smartphone avec la 5G. C'est une crainte, je fais le Nostradamus ou c'est quelque chose qui risque d'arriver ? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut que les gens prennent le réflexe quand même d'éviter que ça traîne dans des tiroirs. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on va, avec l'arrivée de la 5G, renouveler toute la flotte des smartphones ? Je ne suis pas Nostradamus non plus, mais effectivement... Est-ce que ce sera nécessaire ? Moi, je vais vous poser la question. La 5G, on l'annonce, il y a des débats partout. Est-ce qu'on aura besoin de nouveaux smartphones ou bien on pourra encore utiliser les réseaux 4G ? Alors ça dépend de quelle 5G on parle en fait. Si on parle de la 5G millimétrique, là, dû simplement à la physique et au transfert qui a lieu, il va y avoir nécessité d'acheter de nouveaux téléphones qui seront capables de travailler sur cette nouvelle 5G si on veut. La 5G test qui utilise, je vais dire, les mêmes bandes de fréquences actuellement, là, je vais dire, c'est encore une autre question. Mais est-ce que tous nos appareils vont devenir obsolètes d'ici quelques années ? C'est ça la question que je... Alors, si on passe sur cette, je veux dire, sur cette 5G millimétrique, oui, là, il y aura bien... Alors c'est là qu'il faut faire attention, nécessité d'acheter un nouveau smartphone. On oblige personne est obligé d'acheter ce smartphone, mais évidemment il y a toute la question de dire si on veut avoir accès à cette 5G, oui, on devra acheter un nouveau téléphone. Et là vient se poser aussi la question justement du renouvellement accéléré, alors qu'on était justement en train de parler d'extension de durée de vie, d'essayer d'éviter justement de jeter le smartphone après 18 mois et d'en prendre un nouveau. Donc c'est sûr que ça c'est une question importante. Oui, ça c'est certain. Et puis, il y a la démultiplication des données que cela risque d'engendrer. Et ça, c'est quelque chose que pas mal d'experts, quand on lit les cartes blanches, les débats, etc., pointent du doigt. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un argument qui dit on arrive doucement à saturation de ce qu'on va pouvoir faire avec le réseau actuel. Si on veut continuer, il faut qu'on ouvre il faut qu'on ouvre une porte et qu'on se permette, je vais dire, plus de trafic. Après, le problème, c'est qu'on ne va pas venir remplacer ce qui existe avant, on vient stacker sur de l'existant, et donc on se retrouve avec une couche en plus. Et c'est vrai qu'une fois que la porte est ouverte en disant voilà, maintenant, voilà le débit qui est disponible, c'est sûr que dans un contexte où les gens ne sont pas éduqués à une sobriété ou à je vais dire une retenue, si on vous dit déjà maintenant on vous propose je vais dire tout à l'illimité, donc si on vous propose plus que de l'illimité, dans le contexte actuel il y a peu de chances, c'est vrai, qu'on aille vers une réduction et c'est très consternant. Et vous pensez qu'une solution comme on l'esquisse, en tout cas on l'étudie un petit peu à la française, d'interdiction des forfaits illimités serait souhaitable et serait efficace, pertinente comme mesure ?
je vais reprendre plus ou moins la même réponse qui avait été faite en fait en disant oui, ça pourrait être intéressant maintenant. Comme vous le disiez, sous réserve de ce qui se passe réellement en pratique. En tout cas, je pense qu'on en revient à cette question de l'intraveineuse à l'illimité, et ça reste un problème. Ça, c'est sûr. Je pense que la 5G est l'exemple type du débat actuel, en fait, dans la fuite en avant dans les technologies. Est-ce qu'on a réellement besoin aujourd'hui de déployer la 5G de façon massive en Belgique ou en France, alors qu'il y a des zones qui ne sont même pas encore couvertes par la 4G, tout simplement? Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux utiliser la 4G? Et là, je reviens sur, par exemple, utiliser moins de vidéos, de choses comme ça. Je ne suis pas contre la 5G par principe, je ne connais pas les impacts sanitaires, c'est pas mon domaine, mais d'un point de vue environnemental, on pourrait très bien dire qu'on peut déployer la 5G dans des endroits spécifiques, par exemple des aéroports, certains types d'entreprises, avoir une 5G privée en réalité pour des usages industriels, mais dire que pour l'instant, on doit faire un moratoire au niveau public, grand public, pour prendre le temps de décider si réellement on souhaite avoir ce déploiement de la 5G en connaissant tous les impacts justement environnementaux qui sont non négligeables. Sur ce temps-là, de toute façon, l'avantage c'est que les équipements, nos fameux GSM, etc., commenceront à être compatibles 5G. Donc si la 5G arrive, eh bien, on aura déjà entamé le mouvement de déploiement des équipements, mais à un rythme beaucoup plus normal, un rythme actuel, et non pas avec une croissance soudaine liée à cette arrivée de la 5G. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les industriels du côté des constructeurs, des fabricants de smartphones, par exemple, font tout ce qu'ils peuvent pour continuer à nous vendre de plus en plus de smartphones. Donc ils espèrent très clairement qu'on prenne la 5G. Je pense que vu le prix des licences 5G, etc., les fournisseurs d'accès souhaitent aussi que le grand public ait accès à la 5G. Et encore, il y a vraiment une question de est-ce que économiquement ça va être rentable ou c'est juste une fuite en avant parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent toujours proposer un nouveau produit. Je ne sais pas ce qui se passe en France sur le débat de la 5G. Ici, ça commence à monter. Poser justement la question à Béla, parce qu'en France, il y a le président Macron qui a eu cette formule choc. La 5G, soit vous êtes geek, soit vous êtes Amish. Amish, c'est cette communauté religieuse réfractaire au progrès technologique, pour faire bref. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire des religions, mais c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on est un Amish en France ou en Belgique ou ailleurs dans le monde quand on est opposé à la 5G ? Alors moi je suis Amish, très honnêtement. Alors moi j'ai une petite anecdote, j'adore je suis ravie que vous ayez posé cette question parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça qui nous rendra peut-être un peu humble. En tout cas moi pour ma part ça m'a fait cet effet-là. Alors j'ai réagi comme beaucoup d'entre nous sur cette réflexion que je trouve absolument indécente, mais bon ça ça n'aura échappé à personne. Et je me suis souvenue d'un truc absolument étonnant. D'ailleurs c'est une de mes collègues qui s'est souvenu de cette réflexion que nous avait fait un prof dans le cadre de nos études à Dauphine. Et il s'est trouvé que cette prof nous a dit, cette prof nous avait raconté l'histoire d'Amish, justement, qui vivait au nord de New York, et je crois que c'était en 98, il y avait eu une espèce de grande froidure avec du verglas, enfin quelque chose de très 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 violent. Et curieusement, qui a réussi à finalement, alors il n'y a pas eu tant de morts que ça, mais il y a eu quand même beaucoup de dégâts, y compris humains. Et quelle est la communauté ou quelles sont les personnes qui ont finalement été les plus résilients et les plus finalement ont plus résisté? Eh ben manque de bol, c'était les Amish. Pourquoi? Parce que alors moi je les connais pas plus que vous, mais pourquoi ils ont pu résister mieux que d'autres? Parce qu'ils avaient une connaissance de l'animal nettement plus avancée en tout cas que celle que nous, on aurait pu, nous, urbains classiques. De la nature en général. De la nature en général, et donc ils se sont réfugiés, la chaleur, les animaux, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je me suis dit, en fait, ils s'attaquent à une frange, une communauté particulière, pourquoi celle-là, on ne sait pas. Bah oui, cette histoire de progrès. Et en même temps, finalement, si on avait pu développer ça comme ça, on aurait pu apprendre aussi cette histoire de résilience et puis comment finalement arriver à contrer ce genre d'arguments complètement stupides de mon point de vue, quoi. Et ce que je voulais souligner avec cette petite anecdote, oui. En tout cas ces propos un petit peu choc du président Macron, c'est que c'est pas facile aujourd'hui encore de faire entendre une voix d'usage raisonné
Et qu'on a l'impression que quand des chefs d'État disent si vous êtes contre le progrès, si vous êtes contre la 5G, en tout cas, Oui. si vous êtes contre le progrès, c'est que vous êtes un amiche, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir avoir un débat public, politique, citoyen, Clairement. serein autour de ça. Il y a cette pression peut-être de l'industrie, comme Olivier le soulignait, qui a une fuite en avant pour proposer toujours quelque chose de nouveau. Il y a cette stratégie, ça c'était un collègue à vous, à l'UC Louvain, il y a une stratégie maintenant de l'industrie, une stratégie du push, c'est toujours solliciter le consommateur ou l'entreprise à le solliciter sans arrêt, que ce soit pour acheter en ligne, que ce soit pour envoyer un emoji à ses amis, que ce soit pour... Et cette stratégie de la notification, du push, est-ce qu'on peut sortir de là? Alors, je voudrais réagir sur 2 points. Le push m'intéresse beaucoup parce qu'il me fait penser à ce que disait Fabrice Philippot il y a quelques années déjà. Je vais y revenir, mais cette histoire de... Alors nous, on n'a pas eu de débat en France sur la 5G jusqu'à maintenant. Alors maintenant, ça commence, mais c'est un peu tard. Et puis nous, les Français, moi j'en fais partie, donc c'est vrai que j'ai ces mêmes défauts. C'est qu'en fait, on ne connaît pas la nuance parfois, et la plupart du temps même. Et donc, c'est soit on est effectivement arriéré, soit on est carrément dans l'innovation à fond les ballons. On ne sait pas quelle est la partie raisonnable, où mettre le curseur raisonnablement. Donc, manque de bol, je crois que là, vraiment, voilà. On n'est pas très fort là-dessus. Il y a des associations, évidemment, il y a des ONG qui travaillent beaucoup la question. Alors moi, il se trouve que je collabore beaucoup avec France Nature Environnement, et France Nature Environnement s'est emparé du sujet. C'est pas la seule ONG, association, mais s'est emparé de ce sujet-là de manière intelligente. Ils ont été certains dont je devais faire partie, mais ça s'est pas fait, ont été éditionnés par Cédrico. Ça n'a pas empêché Cédrico de dire la même chose après, mais n'empêche, secrétaire d'État au numérique, pardon. Mais n'empêche que quand même, il y a quelque chose qui se passe, il y a des discussions qui ont eu lieu. Bon, ça c'est une chose. Là où je voulais réagir aussi, ça m'a vraiment fait tilt quand vous avez parlé de la stratégie du push, parce qu'il m'a semblé avoir compris, dans ce que nous a expliqué Fabrice Philippot, qui avait écrit un des livres vraiment, moi, qui m'a inspiré d'une manière très forte. Ça s'appelait La face cachée du numérique. Alors pour le coup, ça a été repris, cette expression, depuis très longtemps. Mais au début de 2011-2012, je crois. Et il explique dans le livre ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui qu'au départ, le smartphone, ou en tout cas même, je dirais même plus, le téléphone portable, n'intéressait personne. C'est-à-dire que les études de marché semblaient montrer qu'en fait, ça n'avait strictement aucun intérêt. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez intéressant quand même. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils avaient étudié le truc et tout, puis en fait... Ils ont créé un besoin, non, là, pas. Les gens disaient, mais attends, mais moi je ne vois pas du tout pourquoi j'aurais un téléphone dans la rue, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Un truc complètement de fou. Et ben voilà, nous en sommes là. Le push, ça a été ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises se sont dit, non, on va le faire quand même, et puis elles ont eu bien raison finalement, d'un point de vue économique, ça a bien marché. Mais comme quoi... Et les premiers terminaux mobiles qui ne ressemblaient pas du tout à des En effet. smartphones avaient effectivement, c'était un flop économique et industriel gigantesque, et notamment, je crois, me souvenir pour Apple, une première grosse baffe. Olivier, non Oui, non, moi je riais parce que je disais, je suis beaucoup trop jeune, j'ai pas connu tout ça. Mais ça... mais je voulais rebondir sur la question justement de ce push continu des entreprises. Je reviens de nouveau aux discussions que j'ai avec la DG Connect et la Commission européenne. Un des points sur lesquels ils veulent vraiment mettre la puissance de l'argent qu'ils amènent en fait à travers les 750 milliards dont je parlais tout à l'heure, c'est justement de nous pousser vers une économie du partage, une économie de service, une économie de la fonctionnalité, plus qu'une économie de produits. Et donc les entreprises vont être non seulement encouragées, mais à un moment potentiellement forcées dans une certaine mesure à offrir un service. Donc à ce moment-là, vous achèterez le fait d'avoir, enfin vous payerez potentiellement mensuellement pour le fait d'avoir un téléphone fonctionnel avec telle et telle fonctionnalité de base. Vous avez besoin, par exemple, dans votre travail, d'avoir la qualité photo maximale, bien, vous allez avoir un certain tarif. Si vous n'en avez pas besoin, vous en aurez un autre et vous serez potentiellement sur du matériel reconditionné. Simplement, vous aurez accès aux services auxquels vous avez besoin. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui va vraiment forcer les entreprises à sortir de ce mode push de vente continue de produits. Et vous parlez des smartphones, et de nouveau, je me tourne vers vous, Geoffroy, mais est-ce qu'on sait un petit peu quel est le pourcentage d'utilisation réelle des capacités de smartphone par le grand public par rapport à son usage réel?
Ah non, mais c'est très faible. Hein. C'est très faible. Oui, tout à fait. Je m'en doute un petit peu, je veux dire, inconsciemment, un petit peu naïvement, mais il y a des études, on sait un petit peu ça. Je ne suis pas trop au courant des chiffres précis, mais peut-être que là-bas, oui, mais en tout cas... ouais. Pas en termes de chiffres, mais moi, ce qui est très étonnant, c'est hyper générationnel, hein, cette question-là, la réponse. Parce que, par exemple, moi, je vois dans la sensibilisation qu'on peut faire auprès, parce que, bon, au niveau de la maison de l'informatique plus responsable, on travaille beaucoup avec des publics extrêmement différents, des jeunes enfants, des ados, des collégiens, des lycéens, l'enseignement supérieur, et puis des seniors. Et il se trouve que les seniors, par exemple, ils ont un usage extrêmement restreint alors qu'ils ont des usines à gaz dans les mains. Déjà, donc là, j'abonde dans le sens où, effectivement, en termes de pourcentage de fonctionnalité, vraiment, ils doivent utiliser genre 20% à tout casser. En revanche, ça, c'est diamétralement opposé par rapport à un gamin. Ma collègue avait fait une étude là-dessus. Elle avait constaté, par exemple, la première question qu'elle avait posée, c'était à quoi sert votre téléphone ? Qu'est-ce que vous faites de votre smartphone ? Effectivement, ce n'était absolument pas de téléphoner, déjà primo, c'était l'usage qui n'était pas connu. Ils ne téléphonaient pas avec leur smartphone, encore moins SMS, etc. Donc, alors, je vous rappelle juste au passage que moi, je suis à la direction, entre guillemets, symbolique de la défense du SMS, à fond les ballons. Je crois que je vais monter même une structure là-dessus. Vive le SMS, le réseau téléphonique. Mais tout ça pour dire qu'en fait, voilà, c'est en fait proportionnellement inversé. Et les gamins, c'est à fond les ballons sur effectivement la connexion, etc., les réseaux sociaux. Et je pense que la connexion, l'usage adulte et des gens de mon âge, par exemple, c'est-à-dire adultes assez avancés quand même, c'est très hybride. Je pense que c'est très mélangé. Mais moi, quand je donne des formations au smartphone dans des entreprises, les participants tombent régulièrement des nues en découvrant les capacités de smartphone qui ne sont pourtant pas les derniers cris du marché. Oui, complètement. C'est très complexe. Et qu'ils ont en main et qu'ils pourraient utiliser. Alors, il y a une question de Geoffroy Gueulette. Et c'est vrai qu'on les épargne un petit peu, si je puis dire, dans notre discussion. C'est un petit peu l'industrie. Est-ce qu'on ne devrait pas les forcer, dit-il ? Là, il parle notamment des constructeurs, je suppose des constructeurs d'appareils numériques, d'appareils électroniques, à offrir la possibilité de remplacer les pièces d'usure plutôt que de protéger et de fermer le hardware à tout prix. Forcer les majors à arrêter d'imposer des mises à jour uniquement compatibles avec leurs derniers produits. Est-ce qu'on pourrait les forcer ? Ah, je vois, oui, vous opinez du chef, là. Alors, je veux dire, oui, sur papier, ce serait, je pense, très intéressant et je pense que c'est une des choses qui devrait être faite, mais on voit, sans citer de marque non plus, dernièrement, des histoires où il y a des lois qui sont passées et qui doivent s'assurer que ça n'apparaît pas en pratique, et pourtant, il y a quand même des moyens qui sont trouvés pour les contourner, pour jouer sur, des entrelignes ou je ne sais pas exactement quoi. Et donc là, il y a aussi la question, après, je pense que ça rejoint à la réflexion du « et quid en pratique ». Mais sinon, oui, c'est sûr que ça, je pense qu'on pourrait difficilement avancer vers quelque chose de plus durable, ou en tout cas de plus soutenable pour le numérique, si on ne pense pas à la réutilisation et à cet aspect. Absolument. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la question, de manière sous-jacente peut-être, et je vais assister davantage, c'est est-ce qu'il n'y a pas une démarche plus volontaire de la part des pouvoirs publics à un moment pour imposer davantage de choses à l'industrie ? Comme vous dites, à un moment, ils ont imposé calmez-vous un petit peu sur devoir réutiliser aidez-moi les amis. Il y a l'histoire des batteries soudées ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis aussi l'obsolescence programmée. Voilà. Merci l'équipe. Vous êtes assez chouette de vous avoir à mes côtés. L'obsolescence programmée. Il y a une législation. Mais comme vous dites, on peut un petit peu facilement passer sur les côtés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Est-ce que les États ont encore la capacité d'influencer les majors, comme vous dites, les GAFAM, pour leur imposer drastiquement de nouveaux usages et de nouvelles pratiques ? En tout cas, moi, je le souhaiterais volontiers. En France, on a effectivement un certain nombre d'acteurs
qui sont tout à fait d'accord et qui ont porté le discours souhaitant, par exemple, faire la distinction très nette entre les mises à jour dites de sécurité, les mises à jour de confort et évolutives, etc. Donc ça, c'est certainement un vrai sujet. Et si on arrivait à imposer ça serait assez formidable. Après, moi, j'aimerais bien rebondir sur là où on vous a pas aidé. Moi, je veux bien abonder. Trop tard, mais là. C'est trop tard. J'ai loupé mon tour. Je vais vite terminer sur le sujet. D'abord, j'en profite pour saluer Geoffroy qui posait la question, puisque je le connais. Mais il y a une autre question pour vous de quelqu'un qu'apparemment vous connaissez, Stevie, mais potentiel, on verra. Ça devient plus, ça plus va être pointu personnel à la fin. Mais donc, effectivement, les lobbies des grands fabricants, de façon générale, sont des lobbies énormes et qui pèsent très fort sur la législation et qui ont énormément pesé, en particulier dans le passé. Thibaut parlait des batteries, par exemple. La directive batterie en est un excellent exemple. Je pense qu'ici, on a une possibilité de faire changer les choses parce que l'Europe a l'air de vouloir faire quelque chose de spécifique et d'être beaucoup plus stricte. Et à côté de ça, on voit aussi qu'au niveau des GAFAM, il commence à y avoir des attaques par rapport à leur toute-puissance. Par exemple, aux États-Unis, on parle d'un procès contre Google pour une question de monopole. Donc il y a des choses qui sont occupées à bouger et je pense que des directives peuvent clairement aider. Ça ne veut pas dire pour autant interdire. Je pense qu'on ne doit pas être dans une démarche d'interdiction pure et simple parce que c'est peut-être pas tout à fait le modèle dans lequel on souhaite aller, mais en tout cas d'avoir clairement un encouragement économique dans une direction et un découragement économique dans une autre direction. Et par exemple, repasser à travers des services, des choses comme ça, peut être une façon de le faire plutôt que de travailler sur le produit. Voilà. Bella, l'obsolescence programmée, là ça vous... Alors moi je veux bien rebondir là-dessus, absolument. Oui, donc désolé de ne pas vous avoir aidé, mais oui. voilà, je vais en rajouter une petite couche, dans le sens où... alors déjà, nous on est très fiers en France d'avoir la loi Hamon qui punit l'obsolescence programmée, si toutefois on a réussi à prouver cette affaire-là. Donc ça c'est important. Il y a eu des affaires là-dessus, mais notamment une, mais en fait il n'y a pas eu de condamnation réellement sur l'obsolescence programmée, mais plutôt pour un défaut de transparence de communication. Mais grosso modo c'était une affaire contre Apple notamment, et qui avait été portée par l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Mais au-delà de ça, moi ce que j'ai envie de dire quand même, parce que c'est un discours qui est pour nous très 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 important, c'est quelque chose qu'on porte très volontiers chez Point de Mire, c'est cette histoire d'obsolescence tout court. C'est-à-dire qu'on pense réellement, compte tenu de toutes les observations qu'on a pu faire depuis notre existence un peu, c'est qu'on pense que l'obsolescence n'est pas seulement celle des objets, mais aussi celle de l'usage qu'on en fait. Et on oublie toujours l'usage qu'on en fait. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire ici. par là ? L'obsolescence psychologique. C'est-à-dire la compétence. Non, je parle de compétence c'est-à-dire, est-ce que je connais l'outil que j'ai entre les mains ? Je parle même pas je parle vraiment de quelque chose de très important. Notamment, par exemple, j'ai un poste de travail entre les mains. Est-ce que je me suis intéressée ? Est-ce que je sais ce qu'est un système d'exploitation ? Est-ce que je fais la différence entre un OS et les logiciels que je suis en train sur lequel je travaille? Est-ce que je m'intéresse à savoir pourquoi mon ordinateur est lent, par exemple? Est-ce que c'est un problème de hardware ou est-ce que c'est un problème de navigation, de software pur? Et en fait, en général, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on n'a pas eu la curiosité. C'est pour ça que je parle de compétences. C'est pas seulement la curiosité, c'est peut-être aussi l'acquisition de compétences de formation. Au niveau de la scolarité, peut-être. Je suis tout à fait d'accord. Alors quand je dis de compétences ou de curiosité, c'est un peu les deux, mon colonel. Mais effectivement, je pense très très nettement que c'est en effet un manque absolu il faudrait avoir un socle de base par rapport à ça, compte tenu du fait que le numérique est tellement présent dans nos vies, qu'un socle de compétences de base numérique au sens large serait formidable, et pas forcément proposer de faire du code à des petits gamins. Le code, c'est super, tant mieux. Mais c'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est parce qu'il s'agit bien d'une guerre, là, en l'occurrence, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a entre les mains. Et la connaissance, je pense que ça fait une grande partie des choses. Donc quand on parle, c'est pour ça, pour terminer là-dessus, quand on parle d'obsolescence programmée, moi ça m'embête. Je préférais qu'on parle d'obsolescence et qu'on décline différentes sortes de choses. Parce que nous sommes nous-mêmes, par défaut de compétences, on est souvent facteur. Je ne dis pas forcément responsable, mais on est facteur en grande partie d'obsolescence. C'est pour ça qu'on change le matériel souvent, parce que notre truc est lent, mais on ne s'est pas demandé pourquoi.
Il y a, on va bientôt clôturer ce débat que vous avez été nombreux à suivre, je pense. Un dernier élément qui m'avait été apporté par l'agence du numérique en Wallonie. Vous ne connaissez pas, mais voilà, c'est une agence gouvernementale en Wallonie. Un expert de l'agence du numérique qui disait ce qui serait intéressant, c'est de forcer les développeurs d'applications, l'industrie, la tech, à mettre des compteurs sur toute une série d'appareils de consommation. Je m'explique. Vous regardez une heure de Netflix ou vous regardez une heure de YouTube ou bien vous envoyez des mails à tout berzingue, à un moment qu'il y a un compteur qui dit vous venez de consommer autant. Ce serait une piste, ça oui. Alors, pour rebondir très vite, il y a différentes choses. Déjà, il y en a un qui existe en France, Carbonizer ou quelque chose du style, qui donne... Sur l'usage de la navigation. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est la navigation. Et après, je pense qu'il y a une loi en France aussi qui oblige, au moment où on reçoit sa facture, à avoir le décompte. Alors, la loi est passée. C'est Voilà, l'article 13 de la loi contre le gaspillage, effectivement. Et la discussion, c'est de savoir comment va être évalué ce facteur d'émission du giga, par exemple. Et donc, c'est complètement en discussion actuellement, notamment en groupe de travail avec la BEM et compagnie, Négaoctet, etc. Ce qui a été très rigolo pour moi lorsqu'ils ont discuté de cette loi et puis qu'elle est sortie, c'est qu'ils se sont basés sur le fait que, d'après ce qu'ils avaient entendu, en Belgique, ça existait et qu'on avait tous ça sur nos factures. et que, ça, je ne savais et que donc, si les Belges savaient le faire, pourquoi pas les Français? Et donc, j'ai été contacté par plusieurs Français et je leur ai dit, mais non, j'ai jamais vu ça. Et j'ai analysé les factures de tous les fournisseurs que je connais en Belgique et aucun d'entre eux n'est capable aujourd'hui, en tout cas aucun d'entre eux aujourd'hui ne fournit. Peut-être qu'ils sont capables de le faire, mais aucun d'entre eux ne fournit cette information. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas, je pense, dans le chef de André Blavier, puisque c'est de lui dont il s'agit, de facture d'énergie, mais carrément... Non, on parlait de facture de Proximus, par exemple, ou de données. Des quantités de données. Oui, c'est ça, mais là, ce serait encore plus direct. C'est par exemple. D'un compteur en temps réel. En temps réel, vous venez de regarder 4 fois d'affilée la même chanson sur Spotify. Voilà, vous venez de consommer autant, bing, quelque chose d'assez. Ouais, je peux rebondir un petit peu comme il y a des calculateurs sur certains modèles de smartphone, de temps d'écran, quelles sont les applications qui ont pris le plus de temps, d'énergie, de data, etc. Alors moi, je veux bien rebondir parce qu'effectivement, vous avez cité le Carbonizer, là, qui est effectivement un petit add-on de navigateur bien connu et qui permet en effet de mesurer l'impact, mais uniquement, alors là c'est ça très très important, vous l'avez dit, hein, mais c'est extrêmement important de dire que c'est pas du tout l'impact tout court, c'est pas sur l'ensemble du cycle de vie, c'est vraiment essentiellement sur l'usage et c'est très basé sur l'énergie justement. Donc c'est très important de le dire parce que moi, si vraiment je peux dire un truc aujourd'hui qui est très important, je pense, c'est que très souvent, en tout cas dans le débat en France, c'est le cas, c'est très souvent focalisé sur la partie énergétique. C'est-à-dire combien ça consomme, etc., et pas assez sur le cycle de vie complet, etc. Donc c'est vraiment très très important. C'est pour reprendre un livre que je suis en train de lire, c'est vraiment l'arbre, enfin le climat qui cache la forêt, quoi, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire on focalise trop sur les émissions de gaz à effet de serre et pas assez sur les ressources abiotiques, pas assez sur la tension sur l'eau, etc. Exactement. Donc ça c'est vraiment très très important. Donc et juste pour terminer sur cette question-là, les petits outils, oui je rattrape les petits, bah oui 3 heures j'ai cogité. Les petits outils, je trouve que c'est très bien, mais je trouve que ça serait une erreur à mon avis de se focaliser sur que des outils, parce qu'il faut vraiment qu'on soit inspiré autrement. Il faut qu'on ait des contributions inspirantes et pas seulement du calcul et ça égale le truc. Sinon, ça suffit pas. Donc c'est bien, c'est des outils intéressants, mais essayons vraiment de s'inspirer nous-mêmes dans tous les sens, parce qu'on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus vite que ça, quoi. De nouveau, hein, c'était ce qu'on avait dit en tout début en fait, de discussion. Il y a d'abord toute la question de la durée de vie des équipements, mais il y a la question de la sensibilisation du grand public. Il faut qu'ils aient les ordres de grandeur en tête pour pouvoir prendre les bonnes actions. Lorsqu'on n'a pas les ordres de grandeur en tête, on va commencer par effacer ces anciens mails en se disant « j'ai sauvé la planète grâce à ça ». Ça prend énormément de temps, c'est toujours utile, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est potentiellement une des dernières actions si on veut avoir le plus d'impact possible. Et donc le fait d'informer le plus possible de gens, et pour moi ça commence à l'école et à l'université, aux hautes écoles, etc., dans les entreprises, vraiment tous les utilisateurs, leur donner ces ordres de grandeur pour qu'ils soient capables de décider du type d'action qu'ils veulent prendre ou pas, de ceux qui veulent diminuer et aussi de ceux qui veulent activement arrêter, par exemple.
C'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, en préparant ce débat et en préparant cette thématique depuis quelques semaines, aussi dans le cadre non seulement d'Evolutique mais de la semaine numérique, j'ai démarré mon cheminement personnel en me disant supprime des mails et comme vous le dites Olivier, la planète s'en portera mieux, pour arriver à la découverte par exemple que le smartphone polluait beaucoup plus qu'à l'achat tout simplement, que dans tout le reste de sa durée de vie, que une heure de streaming de Netflix, ça équivaut à un four. C'était un des experts qui me disait un four à 200 degrés pendant une heure. Enfin, ce genre de... Oui, il y a des gens qui aiment bien faire des comparaisons frappantes, mais ces comparaisons frappantes permettent de faire comprendre, comme vous dites Olivier, l'ordre de grandeur au grand public. Eh bien, si vous voulez, on va terminer ce tour de table. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci au Salon Evolutique d'avoir permis la tenue de ce débat. Je salue Technobel et Interface 3 Namur pour avoir organisé ce Salon Evolutique malgré des conditions plus compliquées. Si vous nous suivez depuis maintenant 1h20, on vous remercie, et peut-être que vous vous dites mais ils ne sont pas très raccords avec ce qu'ils disent puisqu'ils streament sur Facebook. Eh bien, on fait un petit effort. On stream en 720 plutôt qu'en Full HD. Ça, c'est un petit geste, mais c'est le genre de petit geste qu'on peut faire chez soi facilement, notamment en télétravail ou bien sur votre smartphone. Pas besoin de visionner des vidéos en Full HD. La planète vous remerciera. Merci aux interlocuteurs d'être venus. Merci à vous, Bella, d'être venue de Merci Paris. Pour votre invitation. J'étais ravie d'être là. D'avoir ravi d'arriver, affronté les méandres de notre système ferroviaire belge. Et bonne soirée à vous tous. Au revoir. Merci.